Attends, c'est bon, Bonjour à tous, nous sommes Jean-Benoît Gambet et Anne-Sophie Chelbaya et nous sommes les cofondateurs de Moonshot, une société qui fait du conseil en stratégie ESG pour les sociétés de gestion. Alors aujourd'hui, nous nous sommes donné un challenge qui est de rendre l'article 29 fun, sympa et surtout compréhensible. Donc on est très content de vous parler de l'article 29 et pour que ce soit fun, sympa et compréhensible, on va faire un petit jeu, on va faire comme si on avait accompagné une société. Comme notre société s'appelle Moonshot, on va considérer que la société de gestion qu'on accompagne s'appelle Shotmoon. Alors, on les a tous rassemblés dans une pièce, tous les collaborateurs, et on leur a présenté, on a essayé de leur expliquer ce que c'était que l'article 29 et d'où ça venait. Alors, on leur a montré cette slide. Et qu'est-ce qu'on leur a dit, Anne-Sophie ? On leur a dit que l'article 29, c'était une réglementation qui découlait en réalité de réglementations internationales, protocole de Kyoto notamment, européenne, avec le Green Deal, qui comprend la TCFD, la taxonomie et la SFDR, et que cet article 29, en fait, c'est la traduction de toutes les obligations internationales et européennes au niveau français. Exactement. Et donc, comme on est français et qu'on veut souvent aller un petit peu plus loin, on a même rajouté un petit volet biodiversité qui n'apparaît pas dans la SFDR ou dans aucune autre réglementation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet article 29, il est assez utile parce qu'en réalité, beaucoup de réglementations donnent des axes, des obligations un peu générales, mais l'article 29 vient éclaircir certains points pour appliquer la réglementation européenne. Alors la première question qu'on nous a posée, c'était « Mais pourquoi vous nous parlez de l'article 29 maintenant alors que la loi énergie-climat, dont découle l'article 29, est sortie en novembre 2019 ?» Qu'est-ce qu'on a répondu à ça, Anne-Sophie ? On a dit excellente question. Pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, la loi était sortie en novembre 2019, mais pas la façon de l'appliquer. Et le décret d'application, donc la façon d'appliquer cette loi, est paru en mai 2021. Et c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant. Alors, une deuxième question qu'on nous a posée, c'était « Mais est-ce que c'est long à lire l'article 29 ? Parce que si ça fait plus de 10 pages, moi, je passe et je ne lis même pas. » Alors, est-ce que ça fait plus de 10 pages, Anne-Sophie ? Non, ça fait moins de 10 pages. Non, ça fait 6 pages. En revanche, c'est très, très dense parce que quasiment à chaque ligne correspond une obligation pour la société de gestion. Une troisième qu'on nous a posée, c'est mais est-ce que la société de gestion Shotmoon est concernée par cet article 29 ? Et là, qu'est-ce qu'on a répondu, Anne-Sophie ? On leur a dit absolument, la société de gestion Shotmoon est tout à fait concernée par cette réglementation parce qu'elle gère plus de 500 millions d'euros d'encours. Et que c'est une société financière. Toutes les sociétés financières qui gèrent plus de 500 millions d'actifs sont concernées par l'article 29. Donc là, vous voyez par exemple dans cette slide, elle est un petit peu plus dense. Au cours de la présentation qu'on vous fait, à chaque fois, on va mettre une slide visuelle et une slide où on explique beaucoup plus. Lors de nos présentations, on va s'arrêter sur les slides visuelles. Et si vous voulez creuser, vous pourrez mettre pause pour lire exactement tout ce qu'on écrit dans les slides plus condensés. On peut aussi vous envoyer la présentation, envoyer un email à anthony.gouget@moonshot.run et on vous enverra la présentation avec plaisir, comme ça vous pourrez exactement lire en détail tout ce qu'on a écrit. Alors la quatrième question qu'on nous a posée, c'est « Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce que c'est que cet article 29 ? Vous êtes bien gentil Moonshot, mais concrètement pour l'instant on ne sait absolument pas de quoi on parle. » Qu'est-ce qu'on a répondu à ça, Anne-Sophie ? Alors, on leur a répondu, l'article 29, c'est des nouvelles obligations auxquelles doivent répondre les sociétés de gestion. Et on a essayé de synthétiser ces obligations en 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est le climat. Le deuxième thème, c'est la biodiversité. Et le troisième thème, c'est l'ESG. À l'intérieur du climat, vous avez plusieurs choses. La première, c'est la taxonomie. Est-ce que vous êtes aligné à la taxonomie ? La deuxième, c'est les énergies fossiles. Est-ce que vous investissez dans des énergies fossiles ? La troisième, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez un portefeuille qui est aligné aux accords de Paris, par exemple ? Lors de la vidéo, on va vraiment détailler chacune de ces parties. Chacune de ces petites images va correspondre à une slide et on va vraiment rentrer dans les obligations concernant chacune des images. Donc biodiversité, on vous expliquera en détail. Et enfin, sur l'ESG, vous avez 2 grandes choses. Des obligations qui concernent la société de gestion. Donc typiquement, sa démarche générale. Est-ce qu'elle prend l'ESG dans sa politique d'investissement, par exemple ? Vous avez aussi tout ce qui est gestion des risques. Est-ce que vous prenez en compte le risque climatique
l'analyse des risques d'une position. Et puis enfin, la gouvernance de la société de gestion. Est-ce que les membres du comité d'administration de la société de gestion sont formés aux problématiques ESG, par exemple? Premier grand thème sur l'ESG, donc sur la société de gestion. Deuxième grand panneau d'obligations ESG concerne les investissements de la société de gestion. Donc vous avez tout ce qui concerne les moyens qui sont mis en œuvre en interne pour traiter les questions d'ESG. Donc par exemple, est-ce que vous avez un budget important en ESG? Est-ce que vous employez 10 personnes sur l'ESG? Est-ce que vous faites appel au conseil de Moonshot pour vous aider dans cette démarche? Donc ça, tout l'argent que vous allez nous donner sera comptabilisé justement dans cette démarche ESG, dans les moyens que vous mettez pour améliorer vos process ESG. Exactement. Et puis, vous avez une deuxième série d'obligations sur le reporting ESG des produits d'investissement. Donc, est-ce que vous êtes exhaustif dans le reporting? Parce que là, il y a des obligations très claires. Et enfin, la politique d'engagement, le vote. C'est-à-dire, comment vous poussez les entreprises de votre portefeuille à prendre en compte ces sujets ESG et comment vous votez quand vous devez voter sur des décisions à prendre lors des conseils d'administration. Eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, on va prendre la case climat et on va parler de la taxonomie. Donc, quand on a accompagné la société Shotmoon, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette taxonomie ?» Alors, on n'est pas là pour faire une vidéo sur la taxonomie. On a déjà fait d'autres vidéos sur la taxonomie. Vous pourrez aller les voir avec plaisir. Mais grosso modo, ce qu'on a expliqué à Shotmoon, c'est que la taxonomie, c'était une classification qui reprenait en fait toutes les activités qui étaient considérées comme durables par l'Union européenne. Donc des éoliennes, c'est durable. Des bonnes pratiques agricoles, c'est durable. De l'immobilier qui consomme moins d'énergie, c'est durable. Et là, il faut réussir à dire pour chacun des fonds quel est l'alignement à la taxonomie. Et donc là, très simplement, on est allé regarder chacun des fonds, on est allé regarder position par position avec les gérants et on s'est assis à côté d'eux et on s'est dit, explique-nous un peu ce que fait la boîte, quel est le business model de la boîte. Et là, on a regardé si dans les sociétés, ils étaient alignés à la taxonomie ou quel était le pourcentage d'alignement. Par exemple, Total, ils ont un pourcentage d'alignement autour de 5%. Parce que dans le chiffre d'affaires total de Total, il y a 5% qui est du solaire ou de l'éolien. Il y a d'autres sociétés où c'est 0%. Par exemple, une maison de santé, ce n'est pas durable. Et donc l'alignement à la taxonomie d'une maison de santé, c'était 0. Et donc là, on a fait ça pour chacun des fonds et on a pu donner un pourcentage d'alignement à la taxonomie. Pour les combustibles fossiles, c'est exactement pareil. On a regardé les portefeuilles de la société de gestion et on a regardé ligne à ligne s'il y avait des sociétés qui étaient actives dans la production ou la distribution d'énergie fossile. Et à la fin, on a donné le chiffre d'exposition de la société de gestion à ce secteur d'activité. Alors maintenant, rentrons dans une partie qui est, selon moi, beaucoup plus intéressante, c'est l'alignement des portefeuilles au changement climatique. Alors la troisième obligation au titre du climat, c'est l'alignement des portefeuilles avec l'accord de Paris. Et donc là, on rentre un petit peu dans un nouveau monde, c'est complètement nouveau. Je vais vous expliquer en quelques secondes. Donc l'Union européenne a comme objectif de décarboner l'économie à horizon 2050. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que l'Europe, l'économie européenne, émette des gaz à effet de serre en 2050. Il faut que l'économie soit neutre. Et donc pour ça, elle va également obliger, ou en tout cas inciter les sociétés de gestion à gérer des portefeuilles qui sont eux-mêmes ou qui seront eux-mêmes neutres en 2050. Et c'est ce qu'on appelle le fait d'aligner les portefeuilles avec l'accord de Paris. Si un portefeuille est composé par exemple de 10 sociétés, mais ces 10 sociétés-là n'ont pris aucun engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le portefeuille ne sera pas aligné avec l'accord de Paris. Parce qu'évidemment, si jamais les sociétés ne diminuent pas leur gaz à effet de serre, le climat va continuer à se réchauffer. Et donc là, on pourra faire des calculs et on pourra se dire que le portefeuille, l'alignement du portefeuille est un alignement à 3, 4, 5 degrés par exemple. Donc pour qu'un portefeuille soit aligné à 2 degrés, il faut que l'ensemble des sous-jacents ait également pris cette décision. Donc comment on a fait avec la société Shotmoon pour les accompagner dans cette obligation? Eh bien c'est facile, on est allé voir l'ensemble des portefeuilles, l'ensemble des positions qu'ils avaient dans chaque fonds, on est allé voir les CEO, les CIO, etc. et on leur a demandé, avez-vous pris des engagements par rapport
aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Déjà, la première chose qu'on a demandé, c'est est-ce que vous avez calculé vos émissions de gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, scope 3 Et donc le premier point, c'était d'être sûr que chacune des participations calcule les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on s'est assuré que les participations avaient comme objectif de diminuer. Et donc on a calculé ça, il y a plusieurs méthodologies pour le faire, on s'est fait aussi accompagner par des spécialistes, il y a différents niveaux pour calculer ça, il y a des modèles mathématiques qui sont très compliqués, il y en a qui sont un petit peu plus simples, il y en a qui sont même presque simplistes, mais en tout cas il y a une obligation et l'idée c'est de commencer finalement à réfléchir à la température des portefeuilles. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aligner un portefeuille à l'accord de Paris ? L'accord de Paris engage tous les signataires à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas dépasser un réchauffement climatique de 2 degrés. Et donc pour avoir un portefeuille aligné à l'accord de Paris, il faut que toutes les participations du portefeuille s'engagent sur cette trajectoire, c'est-à-dire qu'elles diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas dépasser un réchauffement climatique supérieur à 2 degrés. Et donc, les réduire de 40% d'ici à 2030 et atteindre la neutralité en 2050. Et pour faire ça, une chose très simple, c'est tout simplement de réduire les émissions des participations de 5% année après année, de manière cumulative pour atteindre une réduction de 40% d'ici à 2030 et la neutralité en 2050. Et la valeur ajoutée de la société de gestion, c'est évidemment de regarder si la société... la participation s'est engagée à ça, mais c'est aussi de vérifier qu'année après année, elle diminue bien ses émissions de gaz à effet de serre de 4, 5 ou 6% en fonction de ses engagements. Parce que si elle ne le fait pas, ça veut dire que le fonds lui-même n'est plus vraiment aligné à cela. Changeons de sujet et parlons maintenant de la biodiversité qui est le deuxième grand pilier de l'article 29. Alors Anne-Sophie, peux-tu nous expliquer quelles sont les obligations de l'article 29 en ce qui concerne la biodiversité et comment nous avons accompagné Shotmoon sur cette thématique? La biodiversité, c'est le deuxième grand thème de l'article 29. Les sociétés de gestion doivent publier leur stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme de la biodiversité. Donc quand on a raconté ça à Shotmoon, ils ont fait des gros yeux. Effectivement, c'est un thème nouveau et ça peut faire peur. Mais en réalité, c'est relativement simple de le mettre en place. Surtout que c'est le début et donc tous les indicateurs vont progressivement se développer. Donc la première chose qu'on a faite, c'est déjà d'identifier les 5 grandes pressions que l'on peut exercer sur la biodiversité. Alors ces 5 grandes pressions sont les suivantes. La première, c'est la dégradation des terres. Ça va être par exemple installer un parking sur une friche ou sur un champ. Bon, ben là, vous comprenez que vous exercez une forte pression sur la biodiversité. Deuxième source de pression sur la biodiversité, les pratiques agricoles intensives et la déforestation. Troisième grande pression sur la biodiversité, le changement climatique. Donc vous êtes tous au courant, je pense, de l'impact du changement climatique sur plein d'espèces, sur la survie de plein d'espèces. Quatrième grande pression que l'on exerce sur la biodiversité, c'est à travers la pollution. Donc par exemple, une industrie chimique a des impacts sur la qualité de l'air, enfin la pollution de son environnement, et ça impacte la biodiversité. Cinquième grande pression sur la biodiversité, ce sont les espèces exotiques envahissantes qui vont dégrader en fait tout l'environnement, l'écosystème dans lequel elles se développent. Voilà, donc une fois que vous avez les pressions, ensuite vous identifiez donc les secteurs. Et donc nous, chez Shotmoon, ce qu'on a fait et ce qu'on a recommandé de faire, c'est d'analyser les portefeuilles et surtout ligne à ligne, de regarder chaque participation, est-ce que oui ou non, elle intervient dans un secteur qui est sensible du point de vue de la biodiversité. Par exemple, une boîte qui fait de la pâte à papier, bon, bah là, comme on sait que la pâte à papier est fabriquée à partir de bois, vous voyez tout de suite qu'il y a un enjeu critique du point de vue de la biodiversité. Une fois que vous avez identifié les sociétés qui sont actives dans ces secteurs, vous allez regarder si ces sociétés ont conscience de l'impact qu'elles ont sur la biodiversité. Oui ou non? Ok, très bien. Et deuxième chose, est-ce qu'elles mettent en place des mesures pour atténuer leur impact sur la biodiversité?
Alors par exemple, pour l'industrie de la pâte à papier, vous pouvez dire à la boîte, est-ce que vous vous approvisionnez auprès de fournisseurs en bois qui ont une gestion durable des matières premières, donc en l'occurrence du bois, et ainsi de suite. Ce qui compte aujourd'hui pour mesurer l'alignement d'un portefeuille aux objectifs de la biodiversité, c'est d'identifier les pressions. C'est le premier point. Déjà de prendre conscience de l'impact d'un portefeuille sur la biodiversité. La deuxième chose, en tant que gérant, en tant que société de gestion, c'est d'encourager les sociétés qui ont des pressions sur la biodiversité à mettre en place des actions qui vont permettre de réduire cet impact. Ensuite, il y a des indicateurs qui sont développés, notamment par la Caisse des dépôts, pour mesurer sur plein de sociétés leur impact sur la biodiversité. Mais vous vous rendez compte que finalement l'impact sur la biodiversité est immense et difficile à quantifier, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les indicateurs sont encore en cours de développement. Et donc concrètement, pour compléter, ce qu'on a mis en place avec Shotmoon, c'est qu'on a mis en place une grille avec l'ensemble des participations pour chacun des fonds, avec l'ensemble des pressions, et on a identifié pour chaque pression si l'impact était faible, moyen ou fort. Et pour tout ce qui était fort, on est allé voir les participations et on a essayé d'identifier des moyens pour essayer de diminuer ces pressions afin que les participations soient un petit peu plus durables dans leur rapport avec la biodiversité. On arrive maintenant au troisième pilier, c'est-à-dire le pilier sur l'ESG. Donc dans ce pilier ESG, il n'y en a plus que 6. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour le premier pilier qui sont la démarche générale ESG qui vient énormément de la SFDR. Anne-Sophie, je te laisse la décrire en quelques secondes. Donc dans le troisième pilier, c'est donc le pilier de l'ESG. Ce pilier, il est décliné au niveau de la société de gestion et au niveau des produits. Et donc, on va vous expliquer à chaque fois les différents types d'obligations. Alors, donc, premier type d'obligation, les obligations qui concernent la société de gestion. Et le premier des premiers, c'est donc la démarche générale de l'entité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société de gestion doit communiquer sur la façon dont elle intègre toutes les questions ESG, l'analyse ESG, dans ses processus de décision et notamment d'investissement. Elle doit indiquer de quelle façon est-ce qu'elle communique à ses investisseurs, ses clients, sur la prise en compte de l'ESG dans son processus de décision. Et elle doit, par exemple, indiquer sur le site internet la liste des produits des fonds article 8, des fonds article 9 et des fonds qui prennent en compte l'ESG en général, l'adhésion à des chartes, etc., etc. Si vous avez regardé notre vidéo sur la SFDR, on parle énormément de ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la re-regarder. Alors, comment on a accompagné Shotmoon? Comment on a accompagné Shotmoon? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu tous les process d'investissement, tous les documents pré-commerciaux et commerciaux pour intégrer la prise en compte de l'ESG dans les prises de décision de la société de gestion et dans les stratégies d'investissement. Et la prise en compte de la durabilité en règle générale. Voilà. Et donc, on a listé évidemment tous les fonds, fait la typologie des fonds selon qu'ils étaient 8, 9 ou 6. Et on les a aussi aidés justement à mettre à niveau les fonds article 8 pour être sûr qu'ils soient bien article 8 ainsi que les fonds article 9 pour être sûr qu'ils soient bien article 9. Le deuxième thème ESG, c'est la gouvernance. Et là, ce que demande l'article 29, c'est que la gouvernance de la société financière, donc de la société de gestion ou de la compagnie d'assurance ou de la banque, eh bien, elle soit bien formée à l'ESG et qu'elle prenne bien dans ses décisions à chaque fois en compte l'ESG. Et donc là, comment on a accompagné la société Shotmoon? On a revu un petit peu leur process de décision. Il y avait un président, un directeur général, et on leur a conseillé de se former sur des sujets ESG. Et donc là, on l'a fait justement avec nous. Et tous les 6 mois, en fait, on va les accompagner sur une formation dédiée à l'ESG, sur les nouvelles tendances, les nouvelles réglementations, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Ça, c'est le premier pilier. On leur a aussi demandé à faire monter quelqu'un d'autre, un responsable ESG, au niveau de la gouvernance de la société de gestion, pour être sûr qu'il y ait une espèce de garde-fou, ou en tout cas qu'à chaque fois, cette idéologie ou cette idée de l'ESG soit bien prise en compte. Troisième point, les moyens internes déployés par l'entité. Donc je m'explique, l'article 29 demande aux entités financières et aux sociétés de gestion, aux banques, aux assurances,
de lister ou de comptabiliser l'ensemble des moyens dédiés à l'ESG. Donc il y a les moyens humains, les moyens financiers et ensuite les moyens techniques. Donc commençons par les moyens humains, ou commençons même par expliquer concrètement ce qu'on a fait avec la société Shotmoon. On est allé voir le président et on lui a demandé de nous donner la liste entière des collaborateurs et d'estimer, en fonction des différentes équipes, le temps qu'ils passaient sur des sujets ESG. Donc certaines personnes passent 0 minute sur les sujets ESG, d'autres passent 10%, 20%, 15%. Et donc on a sommé le pourcentage par rapport au salaire et ça nous a donné une masse salariale dépensée sur les sujets ESG. Ensuite, concernant les moyens, j'ai oublié, les moyens financiers, eh bien on leur a demandé, as-tu d'autres prestataires de services que Moonshot qui te conseillent sur des sujets ESG? Donc il n'y en avait pas, donc on a pris notre facture et on lui a dit, ça c'est les moyens financiers. Et enfin, il y avait les moyens techniques. Et les moyens techniques, c'est par exemple toutes les formations qui ont eu lieu pour les collaborateurs ou les bases de données que la société de gestion ou que l'entité financière a achetées. Et enfin, aussi tous les outils, les logiciels, etc., qui peuvent être mis en place. Et donc là, c'est pareil, on a comptabilisé cela, on a sommé moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. On a sommé ces trois choses-là et ça nous a donné une somme de dépenses liées à l'ESG qu'on a convertie ou qu'on a mise en rapport à l'AUM total du groupe. C'est ce que demande l'article 29. Maintenant, parlons du deuxième pilier ESG, qui est le pilier concernant les fonds. Et un sujet très intéressant, en tout cas qui m'intéresse énormément, ce sont les risques. Anne-Sophie, peux-tu nous parler des risques dans l'article 29, s'il te plaît? Avec plaisir, Jean-Benoît. Alors, donc sur la gestion des risques, c'est encore une fois un thème vraiment nouveau. C'est-à-dire que l'article 29 demande à ce que les risques liés au climat et à l'ESG soient intégrés dans la gestion des risques de la société de gestion et de la stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre en compte seulement des risques strictement financiers pour faire une analyse de risque d'un investissement. Il faut prendre en compte le risque climatique et plus précisément le risque physique, le risque de transition et le risque de contentieux lié à l'environnement. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Et je vais juste couper, excuse-moi, il faut également prendre en compte, on en discute dans notre vidéo sur la SFDR, du risque de durabilité et ainsi que les incidences négatives que peuvent avoir les participations sur l'environnement. Mais là, on va juste parler du risque climatique, donc des trois piliers de risque qui sont, Anne-Sophie. Le risque physique, le risque de transition et le risque de contentieux. Le risque physique, c'est par exemple le risque d'un événement climatique extrême, comme, enfin en tout cas dont on a moins l'habitude aujourd'hui, comme la sécheresse, l'inondation, les canicules, tremblements de terre, etc., catastrophes naturelles. Quel est l'impact, quelle est la sensibilité d'une position qu'on a en portefeuille à ce type de risque? Donc quelle est sa sensibilité et quelle est sa résilience? Il faut faire cette analyse de risque-là. Ça, c'est sur le risque physique. Deuxième type de risque, le risque de transition. Quelle est l'exposition de l'actif, de la participation qu'on a en portefeuille, à une évolution de notre économie vers un modèle décarboné? Est-ce que cette société sera toujours viable, aura toujours des clients dans un monde où on utilisera beaucoup moins d'énergie ou des énergies décarbonées, ou peut-être qu'on aura une consommation moindre de produits à base de plastique, etc., etc. Donc là, c'est aussi les business models même des sociétés qui peuvent être revus. Je ne sais pas, je donne vraiment un exemple qui me sort de la tête tout de suite, c'est les kartings qui sont à énergie combustible. Est-ce que dans 30 ans, ça sera encore possible ou pas? Ou est-ce que justement, il y a un risque pour le karting de devoir transiter vers des kartings électriques, par exemple? Exactement. Et là, le rôle du gérant, c'est précisément d'identifier le risque et de savoir dans quelle mesure est-ce que la société qui opère ces kartings va être capable de se transformer. Est-ce qu'elle va être résiliente dans un monde qui change? Donc ça, c'est le risque de transition. Troisième type de risque, c'est le risque de contentieux. Donc là, ça va être tout simplement des risques de contentieux liés à un dommage que la société pourrait causer à son environnement, à la biodiversité, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc là, concrètement, ce qu'on a fait pour Shotmoon, c'est une matrice de risques, c'est très simple, qui répertorie tous les types de risques physiques. Ouais. Le principe est relativement simple. Donc, qui répertorie les risques physiques, les risques de transition et les risques de contentieux,
qui va en fait les situer ensuite sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire que on va avoir l'approvisionnement, la production, la distribution d'un produit, et ensuite cartographier chaque type de risque selon le positionnement dans la chaîne de valeur et détailler le type de risque. Donc je vous donne un exemple quand même. Ça va être une usine qui est près d'une zone inondable. Bon, étant donné que cette zone est précisément un des lieux dans lesquels les risques d'inondation s'accroissent, on peut se poser la question de la pérennité de ce site. Plus fondamentalement, sur le risque physique, il y a beaucoup de questions relatives à la disponibilité de matières premières en cas de sécheresse et catastrophes naturelles en tout genre, qu'il faut donc identifier. Une fois qu'on l'a identifié, on va se dire, OK, quelle est la solution de substitution d'approvisionnement en l'occurrence? Comment la société va-t-elle se transformer? Et comment est-ce qu'on est capable d'apprécier le niveau de risque auquel est exposée la société? C'est justement dans la gouvernance de la société qu'on analyse. Est-ce que les dirigeants ont en tête ce type de risque? Est-ce qu'ils prennent des mesures pour réduire l'exposition à ces risques, etc., etc. Et donc en fait, c'est beaucoup aussi... donc nous, on a fait quelques exemples dans chaque fonds et dans chaque équipe d'investissement. Mais c'est aussi beaucoup de formation et d'accompagnement de Shotmoon. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience à l'équipe de gestion et aux analyses de comment on prend en compte ces risques pour qu'ensuite, eux, ils puissent le faire sur l'ensemble de leur participation et sur l'ensemble de leur future participation. L'idée, c'était pas qu'on fasse tout le travail quand même. Oui, exactement. Et je voudrais juste rappeler quelque chose qui est assez important dans la démarche. C'est que évidemment, c'est impossible de prévoir la probabilité d'occurrence de ces risques, enfin, en tout cas avec une grande certitude. Et donc, ce qui compte, en fait, c'est surtout de mesurer la prise de conscience de la société qui est analysée sur son exposition à des risques de ce type et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre. Et c'est ça le rôle de la société de gestion. Et on va le voir après, finalement, ce qu'elle doit promouvoir auprès de ses participations, c'est cette prise de conscience et des actions pour réduire son exposition au risque. Eh ben c'est parfait, transition toute trouvée. Du coup, la politique d'engagement. Alors enfin, l'article 29 demande aux sociétés de gestion de publier leur stratégie d'engagement auprès de leur participation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie d'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est une société de gestion, notamment quand on est au capital de société ou bien quand on est finance en dette, on doit avoir un rôle de promotion d'une amélioration de l'empreinte ESG des sociétés. Améliorer les pratiques ESG des sociétés qu'on finance. Ce dont on parle depuis le début de la vidéo, grosso modo. Vous n'auriez pas compris. Et donc, cet article 29, il demande précisément aux sociétés de gestion de garder une trace de toutes leurs actions en comité d'administration, de leur politique de vote, au cas par cas sur des sociétés, de garder la trace des sujets sur lesquels ils se sont battus, de toute l'influence qu'ils ont eue auprès de ces sociétés via le dialogue et le vote. Quid de la dette, Anne-Sophie? Oui, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. On peut penser a priori que finalement la politique d'engagement, elle concerne davantage les sociétés de gestion qui investissent au capital des sociétés. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce qu'en dette, on peut quand même avoir un dialogue avec les sociétés, leur demander de prendre des engagements quand on investit dans une société sur le long terme et suivre la réalisation ou non de ces engagements, même si ça ne se traduit pas par un vote en assemblée générale. Et maintenant, nous arrivons au dernier point qui est ce que tout le monde attendait depuis le début de la vidéo, les reportings. L'article 29 demande de faire des reportings de tout ce qu'on a parlé depuis le début pour que tout soit noté et que tout soit publié à un moment donné. Donc, elle précise des choses sur la façon dont les reportings doivent être faits, etc. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais grosso modo, il faut que ça soit dans le rapport annuel et c'est tout. Sur les reportings, que ça soit aussi potentiellement sur le site internet. En tout cas, plus on reporte de choses, parce que finalement, c'est aussi ça, cet article 29, c'est beaucoup de choses à reporter pour obliger la société de gestion à se poser des questions sur l'ESG. Alors, petite question Anne-Sophie qu'on nous pose régulièrement, mais est-ce que tout ce qu'on vient de dire, on est vraiment obligé de tout faire ? Alors non, en fait c'est une obligation théorique, mais on peut ne pas la respecter, auquel cas il faut écrire sur son site internet « Je ne respecte pas l'article 29 », voilà pourquoi, et surtout, voilà les moyens que je mets en œuvre pour réussir à le respecter dans X mois, années.
Voilà, parce que ça c'est clé, excuse-moi de te couper, ça c'est vraiment clé et c'est vraiment demandé si par exemple vous ne respectez pas l'alignement des portefeuilles par rapport à l'accord de Paris, si vous ne voulez pas le mettre en place parce que c'est trop difficile, etc. Il faut que vous expliquiez que vous allez quand même le mettre en place et qu'il y a quand même une démarche de diminution de CO2 et que dans l'esprit, vous êtes quand même dans cet esprit-là. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cet article 29 ? Ce qu'on peut conclure, déjà merci pour tous ceux qui sont toujours là, Bravo. parce que c'était quand même assez dur. Non mais pour conclure, avec un petit peu d'optimisme, mais qui est sincère, l'article 29 et toutes les obligations de reporting extra-financier sont globalement assez arides. Mais ceci dit, quand on fait le boulot de manière sincère, on se rend compte que l'investissement prend un sens tout autre. C'est-à-dire que ça a du sens, que ce qu'on fait permet de participer à l'amélioration de notre environnement et de la planète en général. L'investissement dans le sens investir, analyser des sociétés. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide sur toutes ces thématiques, évidemment. Nous sommes disponibles. Vous pouvez demander la présentation à Anthony. Tapez vos questions sur YouTube et on y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.